Oh, no, 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 no. Plastic records. I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left. Il est 6h30, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans Kenkeliba. Content de vous retrouver ce matin encore pour un nouveau numéro et c'est parti donc pour une nouvelle semaine en votre compagnie. Et pour ce lundi, nous aurons deux chroniqueurs sur le plateau. Il y aura Toumani pour sa chronique tendance. Il y aura également, comme vous le savez, tous les lundis, Ibou qui sera avec nous pour nous parler de société, sa chronique sociétale à suivre donc dans quelques instants avec Sarah Louia Senghor également. Et nous aurons un invité aussi qui va nous accompagner jusqu'à 8h. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 8h et vous pouvez réagir justement tout au long de cette matinale sur les différents sujets qui seront traités tout à l'heure, notamment sur nos plateformes digitales. Et il s'agit, vous le savez aussi, de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et notre invité du jour est un acteur, on va dire comme ça, de la culture. C'est une consoeur spécialisée justement dans le secteur et vous allez découvrir son profil dans un petit instant. Allez, maintenant on va suivre pas la météo du jour, mais retrouver le coach Tanda Khaya en salle de gym pour les exercices de ce lundi. Et on se retrouve juste après avec l'équipe au complet sur le plateau. À tout à l'heure. Oh, no, 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 no. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Notre première capsule de la semaine. Alors, nous avons l'habitude, le cardio du lundi. Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va vers le renforcement ostéo-articulaire. Mais toujours est-il que, évidemment, là-dedans, il y aura du cardio. Alors, nous avons le grand plaisir de revoir le coach Bou, vous le savez, qui a fait un grand combat, que vous allez vous en rendre compte tout à l'heure, mesdames et messieurs. Mais sachez que c'est le cardio du lundi. Mais avant tout, le renforcement musculo-ostéo-cardiovasculaire, si on peut l'appeler ainsi. Alors tout de suite, je vais donner la parole au coach Bou. On avait vraiment, on était avide de le voir, de le revoir, le coach Bou. Et donc voilà, et donc c'est fait. Alors coach Bou, merci beaucoup et donc la parole, c'est à vous. Bonjour mesdames et messieurs et merci à Coach Tandara de nous avoir donné encore la parole. Donc on est là, c'est lundi, première capsule, donc on va parler de l'échauffement ostéo-articulaire comme l'a dit Coach Tandara. Donc, mais n'empêche, on a toujours parlé du cardio du lundi, mais le cardio du lundi sera intégré dans cette forme d'échauffement. Parce que vous savez bien, avant toute séance, avant toute forme de séance, il faut toujours faire un très bon échauffement pour pouvoir bien bénéficier des bienfaits et des performances qu'une séance peut vous donner. Donc, raison de plus, on vous a consacré cette partie qui va parler de l'échauffement ostéo-articulaire par rapport aux os et aux muscles et maintenant, tout en préparant notre système cardio-respiratoire pour maintenant entamer une très bonne séance. Ce sera la présentation d'aujourd'hui. On va se donner le rendez-vous tout de suite dans nos prestations diverses de haut en bas. Donc, c'était notre échauffement ostéo-articulaire. On va se donner le rendez-vous demain, Inch'Allah. Et merci à vous qui nous suivez. Voilà, merci. Merci, coach Bou. Je disais en début que nous avions, en tout cas, sa nostalgie et donc le voilà revenu. Alors, vous avez certainement apprécié, surtout avec sa gym personnalisée et donc avec ce renforcement. Alors, vous avez vu ostéo-articulaire. Mesdames et messieurs, c'était donc tout. Le rendez-vous, Inch'Allah, demain. Merci beaucoup, coach Tandara, pour la capsule gymnastique de ce lundi. C'est toujours bien, comme vous le dites, de faire des exercices tous les jours et surtout un lundi matin, justement pour démarrer la semaine. Alors, l'équipe de ce lundi, c'est nos deux chroniqueurs, Ibou, Toumani, Sarah et notre invité du jour. Mais d'abord, Ibou, bonjour et bienvenue. Bonjour Adama. Ça va, tu vas bien? Super bien, comme d'habitude. Ah oui. Hein. Oui, la vie elle est belle, peu importe les vicissitudes. Elle est magnifique. Faut y aller. Hein? Un appel, un SMS aux proches, aux familles, aux enfants, à tout le monde. Oui. On n'est pas là pour autre chose que dans le bonheur. Vivons simplement. C'est ça, exactement. Merci beaucoup pour la leçon du jour, on va dire comme ça. Alors, on va parler de quoi tout à l'heure? Des impôts, l'argent, pourquoi, comment ça se fait, hein? N'est-ce pas? Mais pourquoi tout le monde rigole? Parce qu'on parle d'argent. Ça nous intéresse. Est-ce que réellement ça nous intéresse d'ailleurs? Oui. Il nous semble, parce que chaque fois qu'on s'investit dans quelque part, on cherche
de la valeur. Et l'instrument le plus connu maintenant dans ce monde, c'est l'argent. Et ça fait du bonheur, certes, mais pas que ça qui fait du bonheur. Quand on vit en communauté, quand on est dans une république, dans une nation, et même quand on est dans les monarchies, important de contribuer. Ça s'appelle chez les Wolofs le garmi. Le garmi contribue pour le vivre ensemble, pour le bien-être. C'est agréable que tout le monde espère. Et puis, n'est-il pas un signe positif que quand on dit que quelqu'un paye, c'est un gros payeur des impôts? Ça veut dire quoi? Il est très riche. Soyons tous riches, et même si on ne l'est pas, on espère, on tend les bras. Voilà. On espère. Merci beaucoup. Ta chronique sociétale sera donc dans un instant. Alors, Toumani, ça va? Tu vas bien? Ça va super. En forme aujourd'hui? Oui, ça va. On parle de quoi dans ta chronique aujourd'hui? Alors, ce matin, nous allons parler de cheveux afro, mais en Chine, pas en Afrique ni en Amérique. Oui. Le pourquoi, le comment je suis à Ivo, on va le savoir tout à l'heure, mais en deuxième partie également, nous allons parler de Miss Monde Sénégal qui est représentée à Miss Monde, justement. Nous allons parler de ça et parler surtout des votes pour lui donner un peu de force. Ah oui, il le faut absolument soutenir Fatou Lo, n'est-ce pas? Puisqu'on sait que c'est un concours très sélect aussi. Et c'est déjà bien que le Sénégal soit représenté dans cet événement. Alors, bonjour également à notre invité du jour. Et je l'ai justement à Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Adama. Ça va? Excuse-moi, j'ai fait tout. Très heureuse de te Je suis contente aussi. Oui, plaisir partagé à chaque fois. Surtout après ces belles paroles de Yves. Je ne sais pas comment il fait, il est toujours très joyeux. Les lundis surtout. Lundi, c'est difficile pour tout le monde, sauf Yves. Il nous dit un petit SMS à la famille, heureux, bonheur, santé. C'est l'une des rares personnes qui disent comment que tu lundi... fais? C'est quoi ton secret pour être toujours Oui, franchement, pour un lundi. On est tous bien, mais on oublie d'en parler aux autres. On est agréable. Chacun se sent bien. Mais l'autre aussi n'est pas seulement l'enfer. Celui qui théorisait que l'enfer, c'est les autres. Mais c'est son monde. Nous, non. L'enfer, c'est la famille. Ça n'existe pas tout pour nous. Les autres, c'est la famille, c'est le bonheur, c'est tout. On n'est pas tout le temps d'accord, mais on est souvent d'accord. J'aime ton état d'esprit. Il faut que tu partages ça avec nous plus souvent d'ailleurs. Oui, c'est bon pour la santé. Le bien-être, tout ça, forcément, ça va avec la santé. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Attention. Alors, notre invité du jour, Sarah. Oui, je la présente à nos téléspectateurs, un visage qu'ils connaissent probablement, surtout s'ils ont suivi la série Maîtresse d'un homme marié, puisque on l'a vu dans quelques épisodes de Maîtresse d'un homme marié, mais pas que, dans la culture, on la connaît également. Oumi Regina Sambou est notre invitée de ce matin, elle est journaliste culturelle, critique de cinéma et actrice. Alors, c'est vrai que l'actualité de ces dernières semaines, elle est très politique, et d'ailleurs, ce matin également, les regards seront tournés vers Diam Diadio, après la conférence de presse du chef de l'État. Vous savez, hier, c'était le 25 février, et le 25 février, c'était la date de la présidentielle. Alors, évidemment, tout le monde attend cette nouvelle date, les jours qui viendront nous édifieront. Mais l'actualité, elle est également très culturelle. Et là, il y a une bonne nouvelle avec, bien évidemment, le triomphe de Mati Diop encore, cette fois-ci à Berlin, avec l'Ours d'Or, autant pour moi, triomphe suprême pour son film Dahomey. Et deuxième récompense pour elle, bien évidemment, après Cannes. On en reparle en détail avec Regina Sambou, qui est notre invitée de ce matin. On va également élargir un tout petit peu le spectre, puisque Dahomey n'était pas le seul film, je veux dire, sénégalais présent. Il y avait d'autres Sénégalais également présents à cette Berlinale. Et puis également, on va parler du cinéma sénégalais, l'évolution, le cinéma d'auteur, le film documentaire, tout ça, ça nous intéresse ce matin. Les instruments de financement, les équipes techniques de production. On va essayer en 15 minutes de brosser un peu tout ça. Exercice pas facile, mais je suis persuadée qu'on va relever le défi. Donc Bien voilà. sûr, entre journalistes, ce ne sera pas compliqué, n'est-ce pas, Regina? Surtout un lundi matin. Hein. Elle m'a dit qu'elle a eu du mal à se réveiller déjà, elle l'a confié. Ça se comprend, c'est pas si évident. Ça va? Oui, ça va. Merci pour l'invitation et bonjour à tous et à tous vos téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau de Kenkeliba, une émission dont j'ai beaucoup peur parce que le matin, je ne suis pas couche du matin. Voilà. C'est la première fois que vous venez? Oui, c'est la première fois. Bon, j'ai fait venir beaucoup de gens ici. Je les ai torturés pour qu'ils soient à l'heure. Je me suis torturée aujourd'hui pour être là à l'heure. Et franchement,
j'espère que je serai à la hauteur, je ne serai pas une déception. Mais bien sûr, après on va lui servir une bonne tasse de Kenkeliba. Tu verras, ça te fera beaucoup de bien, ça fait du bien. En tout cas, nous aussi, nous sommes très heureux de te recevoir sur le plateau de Kenkeliba. Alors, à 6h passées de 42 minutes, nous allons s'arrêter sur deux mauvaises nouvelles qui se sont abattues, notamment ce week-end. D'abord, il y a eu le décès du secrétaire général du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant. Il s'agit de Mame Gor Diouf qui est donc décédé ce samedi, un homme qu'on a particulièrement remarqué, identifié, Sarah, surtout dans sa lutte farouche pour la défense des droits des enfants. Et d'après les témoignages qu'on a vus, notamment sur les réseaux sociaux, c'était quelqu'un qui avait beaucoup inspiré, accompagné et guidé des jeunes de la banlieue notamment, et en qui il a suscité de la passion pour justement cette cause, et il a accompagné ces jeunes notamment. Il est en même temps, je pense, c'était en même temps le président de l'ONG Eden. C'est ça. Exactement, de la banlieue. Donc, on a vu une série de témoignages sur les réseaux sociaux sur cet homme qui, pour beaucoup, constituait un mentor, Sarah. Oui, absolument. Et tu fais bien de le dire, sur les réseaux sociaux, les témoignages sont unanimes pour saluer son engagement pour le respect des droits des enfants, avant même qu'il ne soit secrétaire général au ministère de la Femme. Déjà, avec l'ONG Eden, il a eu à faire beaucoup pour les jeunes, pour les plus petits. Et on n'oubliera jamais, évidemment, les messages qu'il donnait à chaque fois, ses discours à chaque fois, lorsqu'il s'agissait de célébrer tout simplement les enfants ou lorsqu'il fallait retirer les enfants de la rue. C'est dire véritablement que c'est quelqu'un qui était engagé, encore une fois, pour le respect des droits des enfants qui est parti. On ne peut que prier pour le repos de son âme, saluer évidemment son engagement encore une fois ce matin, présenter nos condoléances à son épouse, une consoeur également, Khady Camara, à toute sa famille, au ministère de la Femme de manière générale, et prier pour que la terre de Sambakane lui soit véritablement légère. On a appris la nouvelle hier, c'était partout sur les réseaux sociaux, et encore une fois qu'il repose en paix et que Dieu l'accueille dans son paradis. C'est ça, amen. Et vous, tu as... C'est durant cette année qu'on m'a parlé de lui. Oui. Un garçon qui était ingénieur chez nous, qui est parti, qui s'appelle Omar Mar. C'est un pur produit de la banlieue, un enfant de Guédiawaye. Il m'en avait parlé sur des termes tellement élogieux qu'on avait prévu de pouvoir se rencontrer. Parce qu'il me disait que c'est quelqu'un non seulement qui s'est dévoué à la cause, mais limite même, c'était une seconde famille, un papa, le grand frère, c'était tout. C'était un ensemble de solutions. Et j'ai encore de la peine, sans connaître le garçon individuellement, mais juste parce que tellement Omar m'en a parlé, et quand il a posté hier sur sa page, je n'ai pas osé l'appeler, parce que je n'ai pas senti la force nécessaire chez moi de pouvoir compatir à sa souffrance. Et j'en suis convaincu que d'autres ingénieurs que je connaisse également, qui m'ont parlé du même parcours grâce à cet homme-là. Il y a des fois des envoyés de Dieu qui n'ont pas de titre religieux ou officiel comme ça. Mais dans leurs activités de tous les jours, on parvient à le voir. Et quelqu'un d'autre m'a parlé de lui, mais beaucoup plus du côté qu'il n'a pas vu un mourir sadder comme lui. Et que chaque fois qu'il lui parlait, qu'il lui répondait sur n'importe quel propos, il faisait référence à Serigne Touba. Je lui ai dit, ah bon? Il me dit, oui. Mais c'était un rêve, et malheureusement, Dieu l'a pris. Dieu est l'absolu. Il l'a pris quand il veut. Il amène quand il veut. Nous avons la souffrance à tous. On pense à sa famille. On pense à sa famille élargie de la banlieue. On pense également à l'ensemble des Sénégalais qui se retrouvent à travers lui. Que Dieu l'amène dans son paradis et qu'il puisse rencontrer son marabout Serigne Touba. Alors, Régina, un petit mot peut-être. Oui, c'est un monsieur que j'avais l'habitude de voir dans la plupart des activités qu'on couvrait pour le ministère de la Femme ou auxquelles on participait. Quelqu'un de très généreux. J'ai lu le témoignage qu'a fait Migui Marandia. On voit nettement l'impact qu'il a eu sur ces jeunes au niveau de la banlieue, parce qu'on sait que c'est pas évident parfois quand on fait des études dans certains milieux et tout. Il a su booster. Il a été ce grand frère, ce mentor dont beaucoup de jeunes ont eu besoin. On ne peut que prier pour le repos de son âme et que Dieu veille sur sa famille biologique comme sa famille professionnelle, parce que ce week-end j'ai vu ses collègues qui étaient dévastés. Jusqu'à 2h, 3h du matin, ils n'arrivaient pas à trouver le sommeil. On a eu à échanger et tout. Ils n'en revenaient pas de cette perte brutale, mais bon, comme c'est Dieu qui décide, à lui nous nous en remettons et nous formulons des prières pour le repos de son âme. C'est ça. Et Toumani? Alors moi, je ne l'ai pas connu personnellement. C'est vrai que c'est après sa mort que j'ai un peu vu toutes les publications
que les uns et les autres ont fait sur les réseaux sociaux, disons, enfin, j'ai lu quelques publications sur Facebook et WhatsApp et on se rend compte de la grandeur justement de cet homme. C'est vrai que son visage m'est un peu familier lors des activités, que ce soit pour défendre les droits des enfants, mais également c'est celui des femmes. Donc, que Dieu l'accueille dans son paradis, tout simplement. Amen. Il y a aussi, Sarah, une autre disparition survenue hier. Il s'agit de Peter Morgan du groupe Morgan Heritage. On sait que c'est lui le fondateur du groupe, avec un groupe qu'il partage d'ailleurs avec ses frères et ses sœurs. Un groupe de cette forme de musique que l'on adore aussi au Sénégal, le reggae. Oui, tout simplement. Et je pense à Aladji Man. Je pense que c'est lui qui les avait amenés ici au Sénégal il y a quelques années. Non, ils étaient déjà paix à son âme. C'est la preuve en réalité que ce sont des gens qui certes sont nés ailleurs, mais rien que de voir le patrimoine visible, parce qu'ils sont blacks, noirs comme nous, ils étaient enracinés chez nous. Et que tout leur engagement était toujours par rapport à une identité qui revenait aux sources africaines. Donc c'est encore un parmi les artistes. Ce qu'il y a, c'est qu'ils partent, mais ils restent encore en chacun de nous, parce que la musique reste encore, les paroles vont rester et ces musiques vont continuer à nous bercer. Finalement, ce sont des traces indélébiles comme ça qu'ils laissent dans nos vies, et ce qui fait que finalement, on ne les oublie véritablement jamais. Chaque fois qu'on écoutera un titre ou un disque de Morgan Heritage, parce que c'était lui le véritable chanteur, on entendra toujours la voix de Peter Anthony Morgan. Bon, Gina Sambou est sur le plateau avec nous. C'est Madame Culture. Elle maîtrise probablement mieux le dossier que nous. Et peut-être qu'Alioune Diop aussi en profitera dans sa chronique archive pour lui rendre un hommage également. C'est ça. Comme elle a dit, on n'oubliera pas non plus leur venue à Dakar pour un concert, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'ils ont fait plusieurs concerts parce qu'ils étaient là au festival... des Arnais? Oui. Oui, ils étaient là au Festman et je pense qu'ils ont eu aussi à faire 1 ou 2 concerts de plus aussi. Bon, ils ont fait tout récemment, je pense, non pas tout récemment, peut-être il y a 1 an ou 2, un album avec Laure Aladji Man, avec qui ils avaient gardé une certaine proximité aussi. Bon, il y a même celui qui a partagé la nouvelle avec la plupart des gens et tout. Parce que, bon, le reggae, on a vu comment, et tout le travail qui a été fait, je pense que les Morgan Heritage et même les reggaeman français ont contribué un peu à faire que cette musique ne soit plus aussi mal vue qu'elle était vue pendant un moment. Je pense qu'ils ont fait partie de ceux qui ont un peu fait progresser l'image, la perception. Oui. Tout à fait. Aujourd'hui, je me dis si même les Locks sont beaucoup plus tolérés, beaucoup plus acceptés, ils y ont pour la plupart beaucoup contribué parce qu'ils ont su donner une autre image grâce à leur musique et aussi leur engagement. Parce que les reggaeman sont des musiciens très engagés qui défendent beaucoup de causes liées à l'environnement, liées aux questions de décolonisation et tout ça. Tout à fait. Et donc, l'artiste, c'est ça aussi, c'est l'engagement. Oui. Comme un artiste peut décider de ne pas être engagé, c'est ce que je dis. Parfois, on a cette injonction par rapport aux artistes qui est aussi très compliquée à apporter, parce que autant on peut décider de faire de l'art pour l'art, comme on peut décider de faire de l'art et de s'en servir pour défendre certaines causes qu'on choisit. C'est ça. Mani, Bon, les artistes ne meurent pas réellement, comme Sarah l'a dit. Après, ils sont comme les poètes, ils sont comme les écrivains. Lorsqu'ils meurent, les paroles restent. Et ils continuent également à sensibiliser, que son âme repose en paix. Est-ce que Toumani a écouté Morgan Heritage? Très bonne question. Non, mais sérieusement. Je suis en train de calculer, de faire le calcul rapide sur l'âge et tout. Je ne sais pas trop. C'est comme que les jeunes, ils écoutent beaucoup plus les vieilles musiques. Hein. Ah oui, c'est comme si tu me demandais si j'ai écouté Bob Marley ou pas. Ah non, Bob Marley, c'est un incontournable. Bob Marley, c'est un incontournable. C'est vrai que ce n'est pas mon style de musique, bien sûr, mais il y a... Je ne peux pas te donner des titres de ses sorties. C'est ça. Mais je le suis plus ou moins. Mais je ne connais pas les paroles de ses chansons, etc. Oui, c'est ça. Je connais le nom. Le nom du groupe, c'est ça. Merci à tous, 6h53. On va maintenant parler des impôts avec Ibou. On a hâte de découvrir ce qu'il va nous dire aujourd'hui. On t'écoute, Ibou. Alors, les impôts, un nom quelconque comme ça, qui nous parle tous, qui semble même être universel. J'ai souvenir que dans les quartiers, dans les villages, le matin, un enfant se lève, accompagné ou pas par ses enfants, pour aller dans un endroit qu'on appelle école. Mais quand il y arrive,
c'est quelqu'un qui lui ouvre la porte, qu'on appelle un gardien. Il rentre. Mais quand il rentre également, il va plutôt également dans une classe. Et quand il ouvre la classe, il y a des tables blanches. Il va s'asseoir et il y a un monsieur ou une maîtresse qui arrive avec de la craie, avec un tableau noir, qui lui mentionne du savoir. P-I, P, P-A, PA, etc. Mais en faisant tout cela, mais ce gardien qui le paye, il me semble que ce n'est pas parmi nous directement que nous le payons. Oui. Et ce monsieur ou cette maîtresse qui est là avec sa craie, qui paye la craie, et les tables blancs, qui les paye, et ce tableau, qui les paye. C'est ça les impôts. Et quand je sors également, je vais aller voir Wally Seck, ou bien Keba, ou bien Papay Cher, que je porte encore mes condoléances. Qu'est-ce qui se passe le soir quand je rentre? Je suis rassuré, parce que je prends une route, je roule, il y a la lumière. Je me sens également en sécurité, parce que du coin de la rue, je rencontre une fraction de la gendarmerie qui fait un checkpoint, la police qui est là également. Mais c'est qui paye ces individus? C'est les impôts. J'arrive enfin, ah tiens, je joue au foot, j'ai fait du roller, je me suis blessé au genou et j'arrive dans un hôpital, un dispensaire public. Mais qu'est-ce qui se passe? Très gentille infirmière, aide-soignante, le docteur, et qui les paye? C'est ça les impôts. Il faut qu'on arrive un instant, comme on dit, on peut parler de l'abstrait, mais des choses concrètes. Un impôt, il y a deux formes. Quand vous êtes une entreprise, on vous appelle une personne morale. Vous payez l'impôt sur les sociétés. Mais l'État ne prend pas tout, surtout pas. Sinon, comment vous allez développer plus de valeur? Donc l'État vous dit, à l'avance, voilà le pourcentage que je vais prélever chez vous, qui est obligatoire. Et même chez les musulmans, on paye des impôts. Quand vous gardez de l'argent quelque part, supposons j'ai gardé 50 millions quelque part, et que du 1er janvier 2024 jusqu'au 1er janvier 2025, il faudrait que je prélève un montant là-bas. Je ne suis pas spécialiste, mais c'est comme si vous prenez chaque 1000 francs, vous y enlevez 25 francs et que vous donnez à la communauté. L'impôt est le fondement même du vivre ensemble. Parce qu'au temps des monarques, ici il y avait la monarchie, je peux dire le Braque de Wallo, le Damel du Cayor, le Bourba Djolof, mais les garmis payaient. Ce qui ne payait pas était supposé être, entre guillemets, les seconds rôles. Donc, quelqu'un qui paye des impôts, c'est quelqu'un à féliciter. D'autant plus qu'on est dans la décentralisation. N'est-il pas temps que ceux qui payent localement, dans les communes, etc., puissent avoir une cérémonie annuelle pour inciter aux autres quel est ce vivre ensemble à travers nos valeurs, nos richesses. Je vais prendre un exemple d'un ami qui me parlait qu'il habite dans un village et ça faisait plus de 5-10 ans qu'il était là-bas et qu'il n'a jamais payé d'impôts. En tout cas, on ne lui a pas donné une fiche. J'ai dit, vous serez partant? Il me dit, j'ai un raisonnement simple. Il y a 52 semaines dans l'année. Si je prends 45 semaines, je peux partir du principe que les maisons traditionnelles peuvent payer le tiers. Ça les ferait 15 000 francs, supposons. 45 semaines par 1 000 francs, ça nous fait 45 000 francs CFA. Il dit que si les maisons traditionnelles prenaient 15 semaines à payer 1 000 francs par semaine, ça fait juste, mais vraiment rien du tout. C'est 15 000 francs CFA. Il dit, la seconde partie paierait les 30 semaines. Et eux, entre guillemets, les plus confortables, ils paieraient minimum 45 000. Et que chaque semaine, qu'on envoie par Orange Money ou par Wave, ou etc., les 1 000 francs, mais qu'est-ce que ça coûterait à quelqu'un de payer 1 000 francs et de se sentir quand même un peu de fierté quand on paye les impôts? Il y a une fierté, hein? C'est une façon de se dire, ben, je ne suis pas misérable. Quelqu'un qui paye un impôt, il n'est pas misérable. N'est-ce pas, madame? Au moins, c'est la preuve. Et c'est ça la contribution qu'il faut à la collectivité. Il ne faut pas... Moi, j'aurais beaucoup de fierté à payer encore plus d'impôts. Et nous tous, parce que c'est signe de quoi? En symétrie, ça veut dire que c'est des gens confortables. On ne vit pas pour être misérable. Quel est l'intérêt du premier de la classe à travailler avec le dernier de la classe? Rien, sauf dans la solidarité. L'impôt, il y a également l'impôt sur le revenu. Oui. Quand vous travaillez, l'État dit à votre employeur, vous me versez l'argent. Et il y a un calcul qui est fait et il y a un paiement. Mais d'un autre côté, on peut parler des cotisations sociales qui n'ont rien à voir avec les impôts. Mais l'impôt qui m'a le plus interpellé dans le travail de recherche, c'est la TVA. Si je suis chômeur, si je suis plombier, si je suis ingénieur, si je suis docteur, si je suis juste même un étudiant qui achète une baguette, je paye la TVA, qui est de 18% au Sénégal. Donc, faisons la promotion des impôts, n'ayons pas peur, retenons que celui qui paye les impôts, au moins, il est confortable.
Et puis, c'est ça le vivre ensemble. Et là, ce qui m'a permis une chose qui est incroyable. Je me suis amusé avec quelqu'un, je lui ai dit que vous pensez qu'entre nous, les Sénégalais et les Allemands, qui est le plus croyant? Il dit, mais nous, quand même. J'ai dit, ah, vous êtes sûr? Il me dit, oui. J'ai dit qu'il y a ce qu'on appelle le Kirchentag en Allemagne. Si vous déclarez que vous êtes croyant, vous payez un impôt sur Dieu. Ah oui, vous payez un impôt. C'est-à-dire que c'est entre 8 à 10% selon les régions, les lenders. Oui. Vous payez. Donc, vous vous rendez compte, ici, on ne paye pas en tant que musulman pour la République. Et pourtant, la République elle-même, en contrepartie, vient nous faire ce qu'on appelle la réfection des maisons religieuses. Mais n'est-il pas temps que l'État, un instant, puisse institutionnaliser lui-même, que les impôts, la zakat et le kabir, que je garde 50 millions, que je ne touche pas, que je n'utilise pas, sur l'ensemble de l'année, du 1er janvier 2024 à midi, jusqu'au 1er janvier 2025 à midi, 1 seconde, je dois payer sur cet impôt-là. Imaginons que l'État puisse collecter lui-même ce fonds-là, de manière volontaire. Ça se fait déjà, le WAF l'a confie. Mais que l'État institutionnalise lui-même cette disposition. Mais vous vous rendrez compte le nombre d'écoles qu'on peut faire, vous vous rendrez compte les tables banques qu'on peut changer. Bien sûr. On n'aura presque plus besoin d'attendre les fonds de dotation dans les mairies, etc. etc. Dans mon village de Yel, le plus beau village du Sénégal, dont tout le monde est d'accord. C'est tellement légitime. Ah oui, mais totalement. Vous vous rendez compte si le maire parvient à prendre 200 personnes, de les former avec la Direction générale des impôts sur les modalités de recensement, qu'on recense au moins 3 à 4 000 foyers. Forcément, il y a les traditionnels et les modernes, et que les modernes soient d'accord à payer 1 000 francs par semaine sur une 45 semaines, et que les traditionnels payent 1 000 francs par semaine sur 15 semaines. Et l'argent qu'on peut avoir va nous permettre de réfectionner les routes, les trous qu'on voit un peu qui créent des accidents en les évitant. Ça peut permettre de faire un peu de peinture au niveau des écoles. Ça peut même permettre de réfectionner un peu la mosquée, etc. Et c'est dans la dignité qu'on est dans les impôts. Voilà pourquoi il faut faire la promotion des impôts. Exactement. Ibo, je ne suis pas sûre que beaucoup apprécieront aujourd'hui ta... Moi, c'est les 50 millions qui m'intéressent dans tout ça. Après, tu as vraiment 50 millions Si. Ah. Si. Après l'émission, il faut qu'on se voit, alors. Si, ça va, si. Non, mais 50 millions, c'est moins de 100 000 euros. Ah oui. Mais c'est moins de 100 000 euros. Mon cher... Tous ces chiffres nous donnent le tournis ce matin. Mais je trouve que le sujet est important et intéressant également. Et les pistes de solutions que tu évoques ce matin aussi. La zakat, c'est vrai. Si on institutionnalise cela, je pense qu'on a même eu un invité en plateau qui en parlait, cela permettrait de financer énormément de projets parce que c'est une manne financière importante. Je pense qu'il y a même eu des évaluations autour de ce que cela pourrait apporter. L'impôt sur Dieu, on pourrait même penser à la dîme également, qui est quelque part une obligation finalement pour tous les chrétiens également. Voilà des moyens de mobilisation de fonds pour permettre de financer tout simplement les infrastructures publiques. C'est vrai, l'impôt, c'est une obligation pour chacun de nous. Pour nous qui sommes des salariés, la question ne se pose même pas parce que c'est coupé déjà à la source. Maintenant, pour ceux qui sont dans le privé, pour tous ceux qui sont marchands ambulants, tous ceux qui sont dans les marchés déclarés ou pas, on continue toujours à sensibiliser pour que chacun puisse payer ses impôts. C'est ce qui nous permet, comme tu l'as dit tout à l'heure, de financer nos routes, les écoles, les différentes infrastructures publiques, la santé bien évidemment, le bien-être aussi, on peut résumer ça en cela. Mais maintenant, ce qui, je pense que autant on insiste sur le fait de payer ses impôts parce que c'est un devoir citoyen, autant il faut insister sur la gestion de ces fonds-là. Et je crois que c'est là que chacun de nous est interpellé. Exactement. Absolument. Parce que c'est quelque part ce qui fait que certains sont réticents en se disant oui, je veux contribuer, on va tous contribuer, c'est normal, c'est un devoir citoyen, c'est comme aller voter, il faut le faire. Et maintenant, tout cet argent-là, cette manne financière, ces fonds publics, comment est-ce qu'ils sont gérés? À quoi est-ce qu'ils sont affectés véritablement? Et c'est là où on a besoin d'avoir évidemment plus de visibilité, mais également ce qu'on appelle la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion de ces fonds-là et de ces impôts-là. Donc c'est, je crois, ça va de pair en même temps. Une plateforme. Autant, exactement. Je crois qu'il y a eu quelques années de cela, la direction des impôts et domaines faisait des émissions sur la RTS pour expliquer aux gens c'est quoi l'impôt, pourquoi est-ce qu'on doit payer ces impôts-là, comment est-ce que c'est calculé. C'est important aussi, parce que parfois, nous, quand on regarde nos bulletins de salaire... Oui, c'est un petit peu mélangé parfois. Parfois, on a peur. Voilà, c'est ça, c'est le mot. On nous coupe les célibataires sans enfants. Pour les célibataires sans enfants. Mais on se demande comment est-ce que c'est calculé. C'est par une part, 0,5, 2 parts, 3 parts. Mais comment c'est calculé? Exactement, on s'y perd facilement. Quand vous allez en congé et que vous reprenez, mais...
quand vous voyez votre bulletin de paye, vous dites, mais qu'est-ce que je n'ai pas compris dans le processus? Et on a l'impression que certains sont plus coupés que d'autres. Dans d'autres sociétés, je crois qu'en France, il y a même eu un débat sur l'impôt sur la richesse, c'est ça? Que les plus riches, les plus nantis... Quand vous avez 1 million d'euros, vous payez plus. Logique. Exactement. Donc, je crois que tout ça, c'est un débat, mais au-delà de ça, c'est surtout, encore une fois, pour moi, la gestion de ces fonds-là, de ces fonds publics qui posent problème. Parfois, en Afrique surtout. Et donc, les gens ont besoin d'avoir plus de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion de ces fonds-là. C'est ça, et c'est ce qui instaure justement la confiance. Un petit commentaire, Regina. Bah oui, en l'écoutant, je me disais, oui, c'est bien, il faudrait qu'on sensibilise comme ça et tout. Mais comme Sarah l'a dit, c'est vraiment la gestion qui pose problème. Parce que sous nos tropiques, on se dit que de toute façon, dans une commune, les gens payent les impôts pour que le maire entretient sa clientèle politique. Alors que ce n'est absolument pas pour ça. Vous l'avez bien expliqué. Il faut que les gens comprennent. On est d'accord, les gens vont comprendre et tout. Mais si au final, après, vous allez dans les écoles, il n'y a pas assez de tables bancs, le gardien, il est mal payé, il est obligé de faire du harmat. Vous allez à l'hôpital, il n'y a rien. Où on a recruté peut-être une certaine clientèle politique qui ne fera pas bien le job. Il n'y a pas assez d'argent pour acheter le matériel et tout ça. Et aujourd'hui, ce sont des réalités auxquelles on est confronté. Donc, c'est bien de sensibiliser sur les impôts, mais c'est bien aussi de mettre l'accent aussi sur les questions de transparence et de bonne gouvernance. Et Oumi, tu parlais justement des communes. Moi, je donne l'exemple des marchés tout de suite. Oui. Les marchés, en général, ils payent tous une contribution. On le fait payer chaque jour 100 francs. Et le nom va me revenir. En Wolof, on dit duty. Oui, il y a le nom va probablement... Et les marchés sont toujours sales. Regardez l'état dans lequel se trouvent certains marchés. C'est déplorable. On se demande à quoi sert cet argent-là. Donc, c'est des questions qu'on se pose véritablement. Et encore une fois... il ne faut pas tout simplement que l'on paye, mais il faut aussi qu'on puisse voir et de manière concrète à quoi cet argent-là est attribué et qu'est-ce que ça change dans nos vies au quotidien. Exactement. Et quand tu donnes l'exemple des marchés, c'est tellement important parce que parfois c'est des querelles, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on vient à chaque fois nous demander de l'argent. Et justement, d'où ce travail important de sensibilisation, de vulgarisation aussi. La transparence. Exactement. C'est important, c'est des querelles. De transparence. Partons du principe que si les communes... il ne faut pas juste attendre des fois que le législateur intervienne. On peut avoir des pratiques factuelles et qui sont formalisées jusqu'à ce que ça devienne une procédure que le législateur vient valider. L'interpellation, là, c'est la même chose que j'ai eue. Oui, mais où va l'argent, etc. Mais c'est parce qu'on a un souci de transparence. Nous sommes une jeune nation qui n'a pas encore 200 ans. Je rappelle encore, si on prend nos cousins gaulois, les Français, ils ont 2024 ans d'existence. C'est pourquoi on dit le calendrier, c'est l'année 2024. Ils ont 2024 ans d'existence. Des process formatés, des procédures validées qui peuvent être corrigées tout le temps. Donc, il nous faut une plateforme accessible par tout le monde de transparence qui permet de savoir la gestion exacte de où vont les fonds. Qu'on le commence d'abord au niveau de nos communes. Après, au niveau central, ça va être plus compliqué parce qu'il y a forcément d'autres intérêts qui rentrent en jeu. Mais dans chaque commune, qu'il y ait une exigence d'une plateforme accessible en ligne pour que chaque citoyen, en tout cas de la zone, avec son identifiant, puisse s'y connecter et voir exactement les dépenses qui ont été faites. Ça, c'est un. Le deuxième point, enfin, pour terminer, que les distributions de télévision, pourquoi les communes ne font jamais une diffusion de leur conseil municipal quand ils discutent? Mais quand c'est pour la population, il faudrait qu'il y ait un canal, pas seulement qu'on dise, ouais, il faut une télé parlementaire. Je suis d'accord. Plus de transparence, je suis toujours d'accord. Mais que nos communes, d'abord, c'est là où nous vivons, avant de parler au niveau central. Au niveau nano, comme je l'ai dit souvent, que les mairies puissent utiliser un canal de diffusion lors de leurs travaux dans le conseil municipal. Là, ça va permettre une appropriation affective, d'abord. Chacun chez soi parvient à voir ce que font les gens à qui j'ai envoyé pour faire la gestion du bien commun, pour gérer le vivre ensemble. Tant qu'il n'y aura pas ça, il y aura toujours ceux qui proposent est-ce que. Et chacun y va avec son Forna ou Yakarna. Alors, quand on a un indicateur pertinent, scientifique et technique, là, les discussions, au moins, seront bien gérées. Et puis, on va vers de l'avant. Je rappelle que quand on vit ensemble, c'est de l'amélioration continue. C'est ça. J'ai retrouvé le nom. C'est la patente, c'est ça que paye. Oui, mais c'est devenu contribution économique locale en 2018. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Donc, bon,
à quoi tout cet argent qui est récolté sert véritablement. Ça sert toujours, ça sert. Par exemple, les communes sont beaucoup plus dans l'activité sociale, mais pas encore dans la production de richesses. Je prends un exemple. Si vous arrivez dans un certain village ou certains quartiers, vous êtes tout nouveau, la première chose, c'est d'avoir les contacts de l'électricien, du plombier. Nous le savons tous. Mais les communes devraient s'organiser à travers des bureaux de main-d'œuvre pour diffuser partout que vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça. Mais constatons une chose, les nouveaux quartiers, moi je suis un pur Dakarois de plusieurs générations. Si vous prenez les nouveaux quartiers qui étaient nos terrains de jeu, comme Nord-Foire, Ouest-Foire, mais quand vous arrivez, vous n'avez pas constaté que vous n'avez pas les trottoirs. Nous, on parvient à voir qu'à la Médina, à Niaï-Tchoker, Plateau, on a les trottoirs. Mais là-bas, je suis citoyen d'égale dignité avec l'autre, mais il n'a pas de trottoir. Je pousse plus loin. Quand je veux me soigner et que je suis à Nord-Foire, je ne vois presque pas un hôpital. Il faut que je fasse plusieurs kilomètres ou même le poste de santé. Donc, il faut que j'aille chez le privé. Ensuite, pour ma sécurité, moi, à côté, j'ai la police, soit je suis à la Médina ou à Rebeuss, j'ai police 2, police 3, etc. Mais là-bas, ce sont des vigiles. Mais quand vous demandez à cet individu de payer des impôts, ça ne va pas être facile. Donc, c'est pourquoi la gestion locale, municipale, de proximité, merci beaucoup, d'avoir cet impact-là pour qu'on sache que le vivre ensemble dans la nation commence par ça. Et non pas de prendre mon argent, de payer des impôts et ensuite de payer encore doublement. Voilà. Donc, payer. Tout à fait. Retour sur investissement. On va laisser aussi le temps à Toumani de nous dire ce qu'elle pense de ces impôts. Je suis sûre que tu es une très bonne citoyenne, donc ça ne pose pas de problème. Elle n'a pas le choix. On est dans la même catégorie, n'est-ce pas, Maher? Tout à fait. On coupe à la source. Mais quand même, expliquer le pourquoi et le comment des impôts, c'est une manière également d'expliquer aux jeunes que le BRT, le TER, c'est à nous, ce sont les impôts, c'est nous, ce sont nos poches. Et les sensibiliser également, les pousser à comprendre que lorsqu'on casse des bus Dakar Demdik, lorsqu'on casse le TER, finalement, on gaspille notre argent. C'est ça. Parce que c'est au fil du temps, même si ce n'est pas nous, nos enfants aujourd'hui vont continuer à cotiser, bien à payer des impôts pour acheter de nouveaux bus. Donc c'est vraiment très important d'expliquer vraiment aux jeunes d'où vient, ou bien leur faire comprendre qu'une partie plus ou moins, parce qu'il y a des financements et tout, des partenaires, mais qu'une partie du TR, du BRT, vient des impôts, bien viennent tout simplement de nos poches finalement. Ça fait mal, on nous casse la tête. Mais oui, absolument, comme elle l'a dit tout à l'heure, pour les célibataires sans enfants, c'est encore plus. Mais heureusement qu'on paye les impôts. Heureusement. Celui qui paye les impôts, retenez que celui qui paye les impôts, il n'est pas misérable. Combien de gens rêvent d'avoir de l'argent et de pouvoir payer? Vraiment très d'accord. Combien? Ibou, non. Combien? Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations extrêmement compliquées parce qu'on est dans des pays en voie d'émergence où véritablement il y a une forte couche de la population qui vit dans des situations extrêmement compliquées. J'ai envie de dire, parce que quand on dit modeste, c'est que vraiment il y a des gens qui sont dans des situations de pauvreté extrême aussi, il faut le dire. Et c'est parfois nos mamans, c'est parfois nos sœurs qui sont dans les marchés et qui payent quand même cette contribution économique locale également. Donc il y a des gens qui sont des misérables, qui souffrent, mais qui contribuent tout de même. Et quand on voit qu'un salarié peut faire vivre une famille de plus de 10 personnes aussi. Oui, c'est pas si évident. Donc c'est sous nos c'est le prix du vivre ensemble. Le prix du vivre ensemble, c'est la contribution. Je rappelle encore. Donc ceux qui sont plus riches et gagnent plus doivent payer plus que les autres. Mais c'est exactement ça le cas. Sûr. Tout récemment, il y a une radio française qui parlait, parce qu'en Allemagne, il faut être juif, protestant, catholique pour payer. Ils ont voulu intégrer la religion musulmane, mais les mosquées n'ont pas un répertoire pour prendre ceux qui sont musulmans. Parce que vous pouvez en Allemagne dire « Ah non, 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 moi je ne suis plus catholique, je ne suis plus juif, je ne suis plus qui ». Mais ce n'est pas grave. On vous dit ben, « Écoutez, vous allez rendre visite. On fait une lettre, l'administration fait une lettre à l'église pour dire qu'un tel ne veut plus être catholique. Donc vous êtes convoqué au niveau de l'église. Et vous êtes là. Vous dites, monsieur, vous ne voulez plus être catholique? On vous dit, je ne veux plus être catholique parce que je ne veux pas payer les impôts. On dit, très bien. Dans ce cas, vous revenez dans 3 mois, on va faire la solution à l'amiable. Quand vous revenez de manière définitive pour dire que vous ne voulez plus parce que c'est à cause des impôts, on vous dit, très bien, monsieur, on va vous retenir une chose. Vous ne serez plus baptisé. Vous n'aurez plus de communion. Il n'y aura plus de mariage. Il n'y aura plus de ça. Et donc, du coup, finalement, les gens disent, écoutez, je préfère payer et de rester dans ma foi. Mais ici, au Sénégal, on a la chance qu'on ne paye pas. Est-ce que vous imaginez que dans une maison, malgré que les gens soient papa, maman, frères et sœurs, cousins, etc., mais si on ne parvient pas à avoir le minimum vital, mais cette famille-là ne va pas exister.
Oui. Rappelons-nous que dans chaque côté, il y a le démon, il y a l'ange. Quand vous faites le focus que ça quitte chez moi, ça part et que je ne le vois pas, il faut mettre un outil d'abord de la transparence. C'est juste dans cette gestion d'information. Mais de notre côté, quand on dit qu'un tel a payé 40 millions ou 60 millions en impôts, mais vous vous rendez compte au moins que lui, il est confortable. Tout le monde court derrière l'argent et lui, il réussit à payer autant. Voilà le paradigme qu'il faut constater. Oui, nous sommes une jeune nation. Oui, il nous faut plus d'infrastructures. Oui, il nous faut plus de services. Mais tout cela, il y a un coût. Oui. Et vous pensez que bien habillé, que vous êtes comme ça, c'est des fonds misérables? Mais non, du tout, voyons, mesdames. Non, c'est des confortables. C'est le fameux sabou. Voilà. Moi, j'adore l'optimisme de Ibou. Je me suis inscrite sur la liste des gorgorlous, Ibou. Je ne la quitte pas. C'est l'apparence. Je sais que vous avez envie de payer des impôts. Disons tous, Dieu merci. C'est vrai. C'est la solidarité. C'est ça, quelque part, oui. Merci Ibou pour ce sujet très intéressant. Merci aussi pour les solutions que tu as proposées comme tu le fais toujours. Merci. Alors, on va maintenant passer à 7h14, passer à la première partie avec notre invité du jour et c'est juste après ceci. Alors aujourd'hui, on reçoit Oumi Regina Sambou, qui est journaliste culturelle, critique de cinéma et actrice en même temps. Alors nous allons parler notamment de l'évolution du cinéma sénégalais, architecture, institutions et tout ce qui tourne autour, Sarah. Oui, on aurait même pu faire un lien direct entre le sujet de Ibou et Regina, les artistes aussi. C'est un titre véritablement. Quand on est artiste, il faut payer des impôts aussi. Mais comment ces impôts-là sont calculés quand il s'agit de ces artistes-là, les maisons de production et tout ça? Ça aussi, c'est de grandes questions. Est-ce que véritablement toutes ces maisons de production, ces artistes-là paient aussi? Ça aussi, c'est un autre débat. Bon, ce n'est pas celui de ce matin véritablement, mais je crois qu'il y a matière à réflexion justement autour de ces impôts-là et de comment faire en sorte que tout le monde puisse contribuer, tout le monde véritablement, comme il le faut, comme il se doit, et davantage. Regina, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va revenir, je le disais en introduction, sur le triomphe de Dahomey, ce film de la réalisatrice sénégalaise Mati Diop. Deuxième sac pour elle après Cannes, où elle nous est revenue avec le Grand Prix du jury, avec Atlantique. Et aujourd'hui, c'est l'ours de Berlin, tout simplement, qu'elle nous ramène, l'ours d'or de Berlin. À votre avis, qu'est-ce qui explique finalement ce succès? Qu'est-ce qu'elle a, Mati Diop, et cette étoile qui finalement brille un tout petit peu dans les grands festivals de films? Elle a beaucoup d'imagination. Et elle est très culturelle. C'est quelqu'un, Mati Diop, c'était vraiment. Elle a été artiste photographe avant de se lancer dans le cinéma. Bon, et aussi, elle a son environnement familial. Mati Diop est la fille de Oasis Diop. Est-ce que c'est le sang qui transmet finalement? Et la nièce de Djibril Diop Mambéty, sa mère est artiste. Après, je pense que l'environnement, ça compte beaucoup. Elle a grandi dans un environnement très culturel. Je pense qu'elle a plus grandi en France avec sa maman artiste. Elle a son ancrage territorial. Elle a pu voir les productions autant de son père que de son oncle qu'elle a très peu connu. Par exemple, je pense qu'il y a son court-métrage qui est un dialogue de Tuki-Buki. Elle a suivi un acteur, je pense, de Tuki-Buki avec qui elle a échangé sur le film. Et elle est très... Bon, comment dire? Moi, je trouve que c'est vraiment l'environnement qui fait la différence, surtout. Parce qu'aujourd'hui, nous, au Sénégal, on a plein de cinéastes, plein d'artistes et tout, mais qui n'ont pas accès à toute cette culture à laquelle elle a pu avoir accès en étant, par exemple, dans un pays comme la France, qui est un pays éminemment culturel. Oui. Et est-ce que quelque part, on peut dire aussi que ce sont les sujets qu'elle aborde finalement qui créent la différence? Là, elle a travaillé sur l'immigration irrégulière avec Atlantique. Là, c'est sur la restitution des biens, spoliés, volés, choisissez le mot que vous voulez, et restituer finalement, et particulièrement au Bénin. Vous avez regardé un tout petit peu la bande-annonce. Est-ce que c'est des sujets finalement, ou ce sont ces sujets-là qui touchent finalement le jury? Oui, pour Dahomey, je me dis que c'est un sujet qui touche le jury. Quand on a vu, le jury était présidé par
Lupita Nyong'o, qui s'intéresse beaucoup à toutes ces questions. Qui était d'ailleurs au Bénin, d'ailleurs. Oui, effectivement. À Dakar aussi, voilà. tout à fait. Donc, vous voyez, cette actrice, je me dis, et comme on le dit tout le temps, les jurys sont totalement subjectifs. Quand on voit les parcours du jeu, on sait le genre de film qu'ils vont privilégier. Et oui, les choix des sujets de Mati Diop et surtout le traitement. On a l'impression qu'elle s'amuse avec une certaine légèreté aussi. Elle revisite tout notre patrimoine quand même. Avec Atlantique, on l'a vu, je pense pour les bouts, quelqu'un qui... Les questions de réincarnation, comment qu'elle est arrivée à nous faire un film magique sur tout ce qui tourne autour de l'immigration et que quelque part, dans ce documentaire avec Dahomey, c'est ce qu'elle a réussi à faire en faisant parler une des statues en langue fang et tout, donc en reprenant toute la littérature et toutes les réactions qu'il y a eu autour de ces questions de restitution. Bon, là, en lisant plusieurs critiques, tu vois nettement qu'on dit que le côté politique n'a pas été très abordé et c'est juste contenté du côté culturel. Oui, donc après, les gens vont juger de l'engagement et tout. Moi, je trouve que c'est une artiste qui s'amuse, qui fait ce qu'elle aime et qui parle des sujets qui l'intéressent. Après, est-ce que ce sera bien reçu par le public ou pas? Je trouve que ça fait partie de ceux qui font leur charme, de ces cinéastes. Quelqu'un comme Mati Diop, comme Alain Gomis, ils font des films qui leur plaisent d'abord. Pas pour aller chercher des récompenses. Voilà. Et ils ne se disent pas, c'est un film pour les Africains. Je fais un film pour les Sénégalais. Non, ils font du cinéma. C'est peut-être, ça reste du cinéma d'auteur, c'est pas très couru, c'est pas pour ça que les gens vont payer pour aller au cinéma, mais c'est eux, pour moi, c'est juste ça qui leur guide, c'est plus leur passion. Et ils parlent aussi à des passionnés en général, les présidents de jury dans les festivals de cinéma, c'est toujours des grands passionnés de cinéma qui ne cherchent pas spécifiquement ce qui fait venir le public. Ils vont toujours au-delà de cela dans les projets cinématographiques qui leur sont présentés. On va reparler du cinéma d'auteur dans un instant, surtout au Sénégal, quand on sait que ce sont beaucoup plus les séries aujourd'hui qui sont au devant et qui sont davantage produits finalement par ces maisons de production et même regardées sur les chaînes de télé et sur Internet. Mais je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à la question du financement également, parce que Mati Diop, elle est la réalisatrice du film, mais également la productrice de ce film-là. Et pendant longtemps, on sait que ceux qui donnent l'argent, ou en tout cas le producteur peut quelque part dicter la tournure ou l'idée ou comment est-ce que le film doit être façonné. La question du financement, elle est essentielle aujourd'hui pour nos jeunes cinéastes. Est-ce que le FOPICA vient changer quelque chose à votre avis ou pas? Oui, le FOPICA a changé beaucoup de choses. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, tous les cinéastes, tous les producteurs sont très fiers et très contents de vous dire que quand vous arrivez à obtenir un financement du FOPICA, en général, c'est dans les 10% ou les 25% et tout, ça vous met beaucoup plus à l'aise pour pouvoir aller chercher d'autres financements ailleurs. C'est une question de fierté finalement, c'est ça? Ou comment est-ce qu'on peut... C'est plus une question de fierté parce que le FOPICA, 1 milliard, 2 milliards, c'est le budget d'un long métrage cinéma. C'est vraiment rien, quoi. Oui. Donc, de toute façon, on ne peut pas, je pense que le FOPICA ne peut pas aller peut-être au-delà de 200 millions ou 300 millions pour financer un projet de film. Et on sait, le secteur du cinéma est très dynamique aujourd'hui. Il y a les réalisateurs de documentaires, les séries, les courts-métrages, tout ça qu'il faut financer. Les longs-métrages aussi, qu'on aille regarder de plus près. Quelqu'un qui a un budget pour son film de 3 milliards, vous le financez à hauteur de 150 millions ou 200 millions, il est obligé d'aller chercher le reste, 1,8 milliard absolument. restant. Pour les Sénégalais, exclusivement Sénégalais, c'est très difficile. Parce que ça demande d'être dans beaucoup, par exemple, de festivals où tu pourras rencontrer d'autres producteurs, où ça demande de voyager beaucoup pour aller trouver d'autres sources de financement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développer la coopération sud-sud. Ça a été fait avec certains films, comme par exemple, je pense, le film de Mati Diop. La Côte d'Ivoire a contribué. Je pense, quel autre film? La Nuit des Rois. Le FOPICA a contribué. La Nuit des Rois, c'est un film fait par un Ivoirien. J'ai oublié le nom. Philippe Lacote.
le FOPICA a contribué et tout, mais par exemple, ce sont des choses auxquelles même les acteurs du cinéma ne sont pas d'accord. Ils se disent que, par exemple, le FOPICA devrait financer des films exclusivement sénégalais. Mais ce n'est pas possible. Déjà, il y a les binationaux qui sont bien au Sénégal. C'est ça. Et qui sont tout aussi sénégalais. C'est ça. Et on veut favoriser aussi la coopération sud-sud. Donc, c'est tout à fait normal que le FOPICA aille financer des films ivoiriens, comme en Côte d'Ivoire, le fonds de financement qu'ils ont aussi, ils tentent tant bien que mal de financer des films sénégalais. Et c'est des échanges qui ont aussi été contractés entre plusieurs pays africains où les différents pays essaient de se soutenir autant que faire se peut. Il y a le FOPICA, par exemple, avec Félicité, mais le Congo a beaucoup contribué aussi à ce film d'Alain Gomis, le film avait été tourné là-bas en grande partie. Et donc, moi, je trouve que les binationaux, surtout français, ont plus cette facilité de briser les murs, d'aller chercher d'autres financements ailleurs. Et quand on regarde leur succès, ceux qui ont les grands prix, très souvent, c'est eux. Le cinéma sénégalais est de plus en plus présent dans les grands festivals, finalement, de films. Après Mati, il y a eu Banel et Adama, de Ramata Toulaïsi, qui est franco-sénégalaise. Exactement, qui est franco-sénégalaise également. Et puis d'autres générations de cinéastes aussi, qu'on ne voit peut-être pas. Je disais tout à l'heure en introduction que ce n'est pas seulement Dahomey qui était évidemment à cette 74e édition de la Berlinale. Il y a eu d'autres Sénégalais également. Oui, il y avait Demba, le réalisateur de Bamoun Nafi, le film qui s'appelle Demba, de Mamadou Dia, qui est le réalisateur de Bamoun Nafi, qui a été, ça fait partie des derniers films sénégalais qui ont été aux Oscars, le père de Nafi. Lui aussi, il a été à la Berlinale de cette année. Mais malheureusement, il n'a pas bénéficié. Vous voyez, même la différence dans le traitement médiatique, il n'a pas bénéficié de l'exposition médiatique dont a bénéficié Mati Diop. Oui, aujourd'hui, quand je me suis amusée ce matin en venant à faire une petite recherche sur Dahomey de Mati Diop, vous voyez comment la presse française en parle. C'est un film français qui a été primé à la Berlinale. Il ne mentionne nullement que c'est un film sénégalais. C'est pourquoi je dis Mati Diop sénégalaise. Hein. Parce que on ne peut pas lui enlever cette création. Elle a revendiqué sa devant tout le monde, c'est vrai. Dans son discours, elle se dit afro-descendante et tout. Elle revendique sa sénégalité, même si dans les médias français, des fois, il n'y a même pas une parenthèse qui précise ça. Exactement. Aujourd'hui, j'ai lu, ça m'a fait rire en lisant La Française Mati Diop. Oui. Après, vous voyez un petit entrefilet où on dit elle revendique afro-descendante, sa sénégalité et tout. Donc, c'est vous dire. Et il m'a fallu, parce que je me suis souvenu que j'ai vu des photos des réalisateurs et des acteurs sénégalais qui étaient à la Berlinale. Mais je n'ai pas trouvé trop d'écrits là-dessus. Il y a juste quelques médias sénégalais qui ont mentionné que Demba de Mamadou Dia était à la Berlinale et c'est un film qui parle de la dépression. Mais malheureusement, il n'y a pas cette exposition médiatique. Il y a le ministre de la Culture qui avait fait un communiqué pour les féliciter de leur sélection lors de cette 74e édition de la Berlinale. Demba qui est ici à la RTS, à Wadjiga, justement une des actrices, elle est présentatrice, elle présente également l'émission Sahal Garab avec tonton Albert sur la 2. Et sur ce point également, je pense qu'au niveau de la RTS 2, surtout avec le directeur Pamad, ils ont également fait beaucoup de choses pour mettre en avant, que ce soit avant et pendant sa présence là-bas à la Berlinale également. Peut-être qu'il faudrait, dans nos chaînes de télé, plus d'émissions dédiées au 7e art également, ou à la culture de manière générale. Lorsqu'on est sélectionné pour des festivals comme ça, qu'on puisse davantage en parler et apporter plus de lumière, finalement, sur ce que font ces cinéastes. Et les équipes techniques aussi, qu'on oublie parfois en régie. Parce que Mati, elle travaille beaucoup avec des techniciens sénégalais aussi. On a vu, par exemple, Fabakari, qui était avec elle sur Atlantique et qui a également été... avec elle sur ce film Dahomey. Effectivement, je m'amusais à lui dire que franchement, il faut qu'il nous dise son secret parce qu'elle a l'art de se trouver toujours au bon moment. Il me dit c'est juste la passion, en fait, aimer ce qu'on fait. Et je pense que c'est ça qui, pour moi, c'est ça qui
qui me fait rester dans la culture. C'est avec des gens passionnés. Ibou devrait être un artiste. Il est un artiste. C'est ça, parce que je trouve que c'est vraiment le mindset qu'il a, cette positivité et tout. Parce que c'est pas évident d'être artiste au Sénégal. Il y a plein d'écueils et tout, mais malgré tout, les artistes, ils gardent cette folie, ils gardent cette fraîcheur, cette candeur qui nous fait cruellement défaut. Ce week-end, on était tous contents quand on a vu Mati Diop remporter l'Ours d'Or. C'est une bonne nouvelle dans le contexte actuel où moi qui suis très anti-politique, je me dis, partout où on se tourne, l'actualité est très politique. Aujourd'hui, ce week-end, à un moment donné, on a pu faire pause, et parler de l'Ours d'Or de Mati Diop, parler d'autres choses, de sujets qui sont beaucoup plus légers, mais qui ne sont pas des sujets à banaliser. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, le cinéma, quand même, c'est très important. Et pour moi, la plaidoirie, il s'agit d'augmenter le financement avec le FOPICA. Le FOPICA seul ne suffit pas, mais il faut aussi sensibiliser les autres secteurs. Aujourd'hui, le 7e art, ça touche tout. Le triomphe de Mati Diop, vous le disiez vous-même tout à l'heure, la France, quelque part, tire la couverture, c'est normal, et les franco-sénégalaises aussi, mais c'est aussi le triomphe du cinéma sénégalais. Elle a aussi un petit peu tranché le débat quand elle a dit à la fin de son discours qu'elle pensait énormément aussi à son pays, qui lutte pour la justice et pour la démocratie. Donc, elle faisait référence notamment au Sénégal. Elle revendique ça. Exactement, avec le contexte actuel. Et tout. C'est ça, la plupart des cinéastes ou des réalisateurs qui sont dans sa configuration revendiquent leur sénégalité, revendiquent cette part de leur culture et tiennent à le dire, même si on peut trouver que le financement du FOPICA a été dérisoire ou peut-être les fonds du FOPICA attendus ne sont pas arrivés à temps. Mais c'est le fond de la fierté finalement, c'est ça. Oui. Pour dire que le Sénégal a aussi contribué. Bien sûr. Oui, le Sénégal en fait, ça contribue de différentes manières parce que ce soit les ressources humaines qui sont utilisées. C'est vrai, les techniciens qui ont travaillé sur le film. Après cette cotisation, cette contribution financière qui est très importante, même si, comme je le répète encore, la somme est dérisoire et devrait être revue à la hausse, surtout quand on voit. Et il faudrait aussi qu'on sensibilise nos populations aussi. Autant, c'est important de le faire sur les impôts, c'est important aussi de le faire sur les questions culturelles. Aujourd'hui, au Sénégal, il faut que les gens sachent qu'un bien culturel a un coût. Que ça soit dans la littérature, dans la musique, au cinéma. La dernière fois, on a dit qu'ils ont envoyé des mises en demeure à des producteurs pour qu'ils payent l'argent que leur FOPICA leur a payé, leur a prêté. C'est un prêt ou une subvention, c'est assez flou et compliqué, donc la mise en demeure, les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, vous allez demander à des producteurs de rembourser des sommes qu'ils n'ont pas pu récupérer. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Vous faites un film, normalement, il doit être diffusé au cinéma, où les gens vont payer pour mais ça ne tourne pas. Film. Ça ne tourne pas. On n'a pas assez de cinéma. Et aujourd'hui, le public sénégalais ne va pas regarder les films sénégalais. C'est ça. Vous allez au cinéma, c'est plus les blockbusters où les gens vont se bousculer. Les films sénégalais, mais si vous arrivez à avoir 300 000 de bénéfices, bravo. On attendra la deuxième partie pour d'autres questions, mais je voudrais, dans la deuxième partie, qu'on parle des droits de diffusion. Il faudrait qu'on puisse regarder également le film Atlantique. Combien de Sénégalais l'ont regardé? Dahomey, on a véritablement envie de voir ce film documentaire, mais combien pourront véritablement le regarder? C'est des questions de droits de diffusion. Et peut-être que le FOPICA pourrait apporter une solution, ou en tout cas le ministère pourrait apporter une solution à tout cela. Il y a énormément de cinéastes qui font des films, qui sont des Sénégalais, qui font des films, qui nous parlent, mais qu'on n'arrive pas à regarder sur nos chaînes de télévision. Ça aussi, c'est un grand problème. J'aimerais qu'on puisse en reparler dans la deuxième partie de cette émission. C'est ça, ce sera tout à l'heure. Maintenant, on va observer une petite pause, le temps justement de découvrir le coup de cœur musique. À l'issue des travaux du sommet extraordinaire de la CEDEAO d'Abuja. Aujourd'hui, Darou Mouhty est une grande cité religieuse avec de nombreuses mosquées, daara et infrastructures grâce à Mame Thierno Birahim Mbacké, sur ndigal de Serigne Touba. Un vendredi de carême à Kounoune, un des nouveaux quartiers de Dakar. Il est 18h25, l'heure pour le duo Abbé Paul et Abbé Valérie de porter leurs vêtements liturgiques pour la célébration du chemin de la croix. Pour ce faire,
Ils se doivent de suivre les indications de l'Église. Une année liturgique est différente d'une année civile ou d'une année scolaire, par exemple. L'année liturgique est divisée en plusieurs temps et chaque temps est marqué par une couleur liturgique qui lui est particulière. Mais nous verrons aussi que dans l'Église catholique, il y a des moments particuliers qui sont marqués par des couleurs liturgiques particulières. Les couleurs des habits liturgiques tels que la chape, la chasuble, la dalmatique et l'étole renvoient toujours à une période bien déterminée. Les codifiés sont au nombre de 4. Le violet est la couleur de l'espérance. Cette couleur-là est utilisée pendant l'Avent et pendant le temps du carême. Mais comme je dis, c'est une couleur d'espérance. C'est cette couleur que nous utilisons aussi pour marquer le deuil. Par exemple, lorsqu'il y a une célébration de funérailles, on utilise le violet pour symboliser l'espérance et pour symboliser cette attente de la résurrection en laquelle nous croyons après la mort. Le vert qui est la couleur du temps ordinaire. Le vert qui symbolise quand même la vie quotidienne, ce que nous vivons de manière ordinaire. Donc c'est pendant ce temps que nous utilisons le vert. C'est la couleur ordinaire de l'Église. Le rouge qui est la couleur des martyrs. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la fête des martyrs. Ces personnes qui ont versé leur sang au nom de leur foi. C'est aussi la couleur qu'on utilise par exemple avec les fêtes de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte par exemple. Le rouge est la couleur qui représente le sang du Christ, mais aussi le sang des martyrs. C'est la couleur aussi qui représente le feu, mais le feu de l'Esprit Saint. Le blanc ou le doré constituent les couleurs de fête, les couleurs de solennité. Lorsque nous célébrons par exemple le jour de Pâques, c'est ce que nous allons porter. Quand nous célébrons Noël, c'est ce que nous allons porter. Quand nous célébrons une autre solennité dans l'année ou bien une fête, c'est la couleur que nous utilisons. Donc on connaît aussi le symbole du blanc qui est, n'est-ce pas, le symbole de la pureté, n'est-ce pas, de la solennité, et aussi le doré qui est le symbole royal. Il existe d'autres couleurs non codifiées, pourtant utilisées par l'Église catholique. Il s'agit du bleu clair, du rose symbole de joie et de solennité. Une couleur très peu utilisée, c'est le rose. Beaucoup ne connaissent pas la couleur du rose. Pourtant, elle est bien utilisée dans l'Église catholique, notamment en 2 grands événements, c'est-à-dire pendant le carême. Le dimanche Leitare, qui est un dimanche à l'approche, n'est-ce pas, en mi-carême, pour marquer quand même l'approche de la solennité des fêtes de Pâques. Nous sommes en mi-parcours et que nous vivons déjà pleinement, autant pour moi, l'espérance, n'est-ce pas? Et nous utilisons le rose. Il est utilisé aussi pendant le temps de Noël. Donc, au dimanche qu'on appelle le 3e dimanche de l'Avent, qu'on appelle le dimanche Gaudete, le dimanche de la réjouissance. Leitare, tout comme Gaudete, du reste d'ailleurs, signifie nous sommes déjà dans la joie. Mais la joie de quoi? La joie d'accueillir celui qui arrive ou la joie de célébrer déjà la résurrection du Christ. Dans toutes les églises catholiques du monde, les couleurs liturgiques sont identiques. Le duo des célébrants de la paroisse Saint-Angèle de Kounoune n'ont pas failli à la règle. Ils espèrent pouvoir porter d'ici quelques mois la couleur blanche ou dorée pour célébrer la fin des travaux de leur église en pleine construction. Et c'était les infos dans Kinkeliba de ce lundi à 7h46. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci à ceux qui nous suivent depuis 6h30. Merci également à ceux qui réagissent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Avec quelques réactions de Soda Gay Dramé qui dit bonjour à toute l'équipe de Kinkeliba, qui nous souhaite également un bon début de semaine. On te le souhaite aussi et merci encore pour ce magazine de qualité. Merci à Lamine Fall également qui revient justement sur le décès. On en parlait en début de matinale, le décès de Mame Gourdiouf qui lui souhaite
que Allah l'accueille dans son paradis éternel. Merci beaucoup et condoléances renouvelées à sa famille également et à ses collègues. On va maintenant passer à la chronique tendance avec Toumani. On va enchaîner, Toumani. Tu nous parles d'abord de la coupe afro, les cheveux afro qui constituent la nouvelle tendance, mais en Chine cette fois. Tout à fait. Tenez-vous bien, les Chinois ont désormais des cheveux afro. Appartenance culturelle ou pas, je vous laisse voir cette tendance qui a vu le jour là-bas à Shanghai, en Chine. Regardez. Depuis quelques mois, une tendance assez particulière s'est développée à Shanghai, capitale de la mode chinoise. Des Asiatiques arborant le cheveu crépus, tresse africaine, boucles très serrées, voire coupe afro. Inspirée par la culture hip-hop afro-américaine et les icônes noires du moment, la permanente a eu le vent en poupe chez les milliers de jeunes Chinois qui ont voulu s'essayer à un style de coiffure proche de celui de leurs idoles. Le monde est devenu un village et les tendances évoluent rapidement entre les continents. La tendance la plus insolite du moment. La roue tourne et de la façon la plus inattendue qui soit. En effet, personne n'aurait pu imaginer que le cheveu le plus marginalisé du monde devienne une tendance. Ce qui est encore plus frappant, c'est que les cheveux afro sont tendance hors de leur communauté. Depuis quelques mois, de nombreuses vidéos font le tour de la toile et laissent les internautes sans voix. Yes, Nubian queen. I don't have anything else to say. Ces vidéos montrent des Chinois qui transforment leurs cheveux raides en parfait afro. Entre le curly, les locks et la simple touffe, les gars n'y vont pas de main morte. Les vidéos fusent de partout et abondent même. Que ce soit les femmes ou les hommes, tout le monde veut son cheveu aussi crépus. À cet effet, le processus est une longue suite de soins et de boucles. Le frisage de la chevelure peut prendre jusqu'à 6 heures. Bien que cela puisse paraître fastidieux, les Chinois sont fans de cette tendance des cheveux afro. Qui aurait cru un jour que les cheveux des Africains seraient une tendance? Quand on sait que de nombreux Africains et afro-descendants ne supportent pas leur chevelure, comme quoi, ce qui est un complexe pour certains, peut être un... Bon, finalement, c'est pas si mal, hein, n'est-ce pas? Comment vous trouvez le rendu? Vous aimez? Mais moi, je suis choquée. Hein. De toutes les façons, j'avais vu les vidéos sur les réseaux sociaux et je me suis dit, décidément, l'homme est un éternel insatisfait, finalement. Après, en matière d'habillement, qu'est-ce qu'on dit? Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais comme tu l'as relevé tout à l'heure, la question de l'identité culturelle, finalement, c'est une question essentielle et elle transcende toutes les frontières. Hein. Qui aurait pu imaginer que les cheveux afro seraient un jour tendance en Chine, et que les gens paieraient? J'imagine que ça doit coûter cher, ça, de pouvoir transformer ses cheveux comme ça. Et ça ne peut pas rester en permanence comme ça. C'est sûr qu'en mettant de l'eau ou quelque chose, ça va partir. Non? Et pourtant, la coiffure ou bien le processus, justement, s'appelle afro-perm, c'est-à-dire pour dire permanent. Finalement. Permit en anglais et qui veut dire permanent. Ça, c'est comme lorsque nous, les Africains, on se défrise les cheveux. Après, c'est pas le même processus, mais l'idée, après 6 heures, rester 6 heures pour changer finalement la texture de ses cheveux en cheveux crépus, c'est pas pour rentrer à la maison, mettre de l'eau et que cela redevienne un peu comme avant. C'est comme lorsque nous, les Africains, ou bien nous, les Afro, défrisons nos cheveux pour avoir les cheveux plus lisses, en tout cas pour un certain moment. Lorsqu'on se défrise après, les cheveux, il faut le refaire. Souvent, après 6 mois, 7 mois, on retrouve nos cheveux crépus, mais c'est pas pour 24 heures. Ça prend énormément de temps. Maintenant, on parle d'appartenance culturelle. En tout cas, dans tous les cas, eux, ils gagnent. Je explique. Lorsque nous, les Africains, on défrise nos cheveux, on utilise des produits made in China. On les enrichit. Alors, qu'on fasse l'un comme l'autre, on les enrichit. Aujourd'hui, eux, lorsqu'ils nous copient, ils s'enrichissent, si je parle bien. C'est-à-dire que même en voulant nous copier,
ils choisissent ou bien ils utilisent des produits made in China et des matériaux made in China. Donc, dans tous les cas, qu'on les critique ou pas, ils continuent à s'enrichir. Maintenant, c'est vrai que, comme vous avez vu, les TikTokers, ou même notre invité aujourd'hui qui est en locks, qui est en cheveux crépus également, on parlait de cette appropriation culturelle. Mais après, si on parle d'appropriation culturelle, parce que les gens disent que oui, avoir les cheveux crépus, c'est pas un style, c'est la culture, etc. Mais nous qui cherchons à avoir les cheveux lisses, à avoir les cheveux indiens, etc., où est-ce qu'on est un peu dans cette polémique finalement? Nous, je me dis, notre niveau d'aliénation, quand même, ça dépasse l'entendement. Très avancé. Parce que déjà, nous, nos cheveux crépus, c'est totalement mal vu. Aujourd'hui, vous avez des locks, on va vous traiter de tous les noms d'oiseaux parce que vous refusez de vous coiffer, de faire comme les autres femmes et tout. Quand on sait que le défrisage, c'est fortement toxique, une femme enceinte, on lui a interdit de se défriser. Parce que, genre, c'est même ce qui explique le nombre de cancers de l'utérus et du sein, parce que c'est cette soute qu'il y a ici. Et si on va dans l'histoire aussi, on se rappelle l'esclavage. Durant l'esclavage, pourquoi on défrisait les femmes africaines? Parce que leurs cheveux faisaient comme une couronne. Donc, elles étaient comme des reines. Et donc, c'est ce qui, au départ, était pour nous brimer, pour porter atteinte à notre confiance en soi. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons très bien intégré au point de nous le faire nous-mêmes. Et nous sommes incapables aussi, quelque part, de le produire nous-mêmes. Nous, dans tout ce que nous consommons, nous enrichissons les autres. Aujourd'hui, la tendance, c'est à saluer. Avec les produits bio que nous utilisons en cosmétique, c'est avec des produits africains qu'on le fait. C'est le cacao de la Côte d'Ivoire, c'est le karité de Kédougou ou de Ouagadougou qu'on utilise et tout. Et ça, c'est à saluer et c'est vraiment à valoriser. Et aujourd'hui, voir les Chinois vouloir avoir des cheveux crépus pendant qu'on se tue, avoir des cheveux indiens naturels et tout, bah, autant nous aussi, on investit pour avoir nos boucles naturelles. C'est ça, les cheveux indiens, ça aussi, ce sera un autre sujet. Hein. Tout à fait. Et surtout, rappeler, on ne peut pas parler de ça sans parler du mouvement NAPI, justement, qui maintenant, depuis 10 ans, pousse vraiment les Africains à accepter et à valoriser les cheveux africains. C'est ça. Et puis, on passe maintenant à Miss Monde 2024 et tu lances un message. Allez tous voter en ligne pour Fatou-Lo. Exactement. Vous allez voir à l'écran que les votes c'est important, en fait, pour ce genre de concours. Et malheureusement, nous sommes mal informés. Et pour voter, justement, vous pouvez installer l'application Upstar pour donner de la force à Fatou-Lo, qui est Miss Sénégal depuis 2021 et qui représente justement le Sénégal à Miss Monde 2024 en Inde. Vous allez voir que présentement, en tout cas, sinon depuis hier, il y a pas mal de pays qui sont justement au top lorsqu'il s'agit de vote. Le Sénégal n'y apparaît pas encore. Nous sommes sur la liste, bien sûr, mais nous ne sommes pas parmi les 10 premiers parce que tout simplement, notre candidat ne reçoit pas énormément de votes. Alors, c'était une manière justement de faire passer le message pour vous dire que le Sénégal est représenté, Fatou-Lo est en Inde et vous pouvez continuer à voter massivement pour elle avec l'application Mobstar. C'est parce qu'on n'est pas suffisamment informé non plus. Hein. C'est ça aussi. Est-ce qu'on ne va pas faire, je ne vais pas appeler ça des assises, mais il faut vraiment qu'on puisse discuter autour de l'organisation de Miss Sénégal, de comment on accompagne nos Miss, que ce ne soit pas juste sur cette campagne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire. Quand on voit ce que fait par exemple la Côte d'Ivoire, avec ce qui s'est passé avec Olivia Yassé, comment ils accompagnent leurs Miss, et dans d'autres pays également, hein, où c'est bien organisé et tout ça, parce que la Miss représente aussi le pays. C'est l'ambassadrice. C'est l'ambassadrice. Et on est sorti de ce carcan où c'est juste la beauté physique et tout ça. C'est des ambassadrices qui portent des messages importants également. Donc il faut qu'on discute autour de tout ça, je pense, pour mieux organiser la chose. Il y a beaucoup de polémiques qu'on a vues autour de l'accompagnement, surtout. Beaucoup se sont demandé si elle a bénéficié d'un soutien financier, par exemple. On l'a vu être accueillie, être reçue par le ministre de la Culture avant d'aller à l'élection Miss Monde. Et il y a également l'ambassadeur de l'Inde qui l'a reçu pour lui remettre son visa. Donc, ces autorités, en tout cas les autorités étatiques, l'ont reçu. Maintenant, ce qu'il s'agit des financements, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais on a fait une émission également entière avec Amina Badian, la présidente du comité Miss Sénégal. Mais bien sûr, c'était avant qu'elle aille à Miss Monde. La suite, on ne sait pas. Mais justement, il y a il y a le concours de Miss Sénégal 2024 qui est organisé et qui a été reporté, bien sûr,
pour des causes, peut-être, on se rapprochera la prochaine fois peut-être d'Amina pour avoir plus d'informations. Mais il faut savoir que Fatou Lo est Miss Sénégal depuis 2021 et lorsqu'elle va revenir... La gestion de projet dans le secteur culturel, quels sont les établissements qui proposent ces formations et quel est le ratio? Parce que pour aller chercher des fonds, il faut un projet. Et c'est assez spécialisé sur le culturel. Est-ce qu'il y a des établissements, des formations dans ce cadre-là? Je dirais pour des formations, tout ce qui tourne autour de la culture, il y a l'Institut supérieur des arts et de la culture. Et sinon, il y a aussi Sénégal Talent Campus. J'avais oublié de le mentionner tout à l'heure que la Maison des cultures urbaines a mis en place où on renforce la capacité des acteurs culturels dans la recherche de financement et tout. Parce que vous savez, il y a plusieurs fonds qui existent au-delà du FOPICA. Il y a le FDCU, le Fonds de développement des cultures urbaines aussi. Il y a le Fonds de soutien aux arts. Et tout ça, on essaye dans ce genre de formation, parce que ce n'est pas des formations longues, c'est des formations faites sur des 6 mois pour essayer vraiment de permettre aux acteurs culturels de pouvoir monter des dossiers qu'ils peuvent déposer ici, autant au Sénégal que dans la sous-région, parce que dans la culture, on essaye de plus en plus de développer la coopération sud-sud plutôt que d'aller directement vers les guichets. Le droit de diffusion de ces films, comment peut-on les regarder? Comment faire pour que le grand public sénégalais puisse avoir accès à ces films? Ce serait bien que nos chaînes de télévision aussi soient dans la production. Ils soutiennent d'une certaine manière, pas qu'ils soient totalement dans la production, mais qu'ils s'impliquent aussi, parce qu'on sait que ça a un coût. Aujourd'hui, quand on parle de droit de diffusion, il y a très peu de chaînes qui payent. Vous venez, vous amenez votre produit, on va vous demander aussi d'aller démarcher des sponsors, et après, c'est 70, je pense 30%. 70 pour la chaîne de télévision et 30% pour le producteur, qui a supporté tous les coûts. C'est quand même injuste. Quelle perspective pour le cinéma sénégalais? On termine avec ça. Et surtout, le cinéma d'auteur, finalement. Le cinéma d'auteur, je me dis que peut-être un moment aussi, on devrait arrêter de faire du cinéma d'auteur, essayer de faire un cinéma qui va se vendre, pour lequel les gens voudront payer. Parce que le cinéma d'auteur, c'est entièrement financé par les gouvernements. C'est ce que fait la France, avec l'exception française. Nous, dans nos pays, on n'est pas encore dans ce genre de considération, où on ne prend pas ça très au sérieux. Alors qu'on devrait, parce que l'exception française, c'est ce qui a permis au cinéma français de pouvoir tenir face aux géants américains. Un pays qui n'a pas de ministère de la culture, mais qui aujourd'hui est arrivé à coloniser le monde entier à travers son cinéma. Ce soft power-là, on devrait prendre conscience qu'il est nécessaire qu'on le soutienne. 2 milliards. I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we the line was left.